Remettre une entreprise en mouvement et rétablir la performance, c'est ça le management de transition. Je suis Élodie Loin, dirigeante de transition et autrice du livre Manager de transition. Les chroniques en mission vous emmènent dans les coulisses du management de transition pour parler outils, posture et témoignages. C'est du concret, c'est du terrain, c'est exactement ce que nous sommes. Bienvenue en mission, le canal de celles et ceux qui avancent, s'ajustent et transforment les organisations, mission après mission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait peur à beaucoup de dirigeants et qui est pourtant au cœur de nombreuses missions. Ce sont les relations sociales sous tension. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Leïla, manager de transition depuis de nombreuses années avec plus de 20 missions à son compteur et qui intervient précisément dans ces contextes très, très sensibles. Leïla, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux commencer par te présenter juste en quelques mots? Oui, merci Élodie pour ton invitation. Alors j'ai commencé il y a 20 ans dans le management de transition, à un moment où le métier était très peu connu, les entreprises y avaient alors peu recours. Ma spécialité, ce sont les missions avec des enjeux de relations sociales complexes et des opérations juridiques telles que carve-out, JV, fusion par exemple, et avec une expertise dans les secteurs de l'automobile et de la pharma. Alors j'aime particulièrement cette forme de travail qui m'offre des opportunités riches et très diversifiées dans lesquelles je peux apporter une expertise juridique, soit, mais également une très forte dimension humaine, et c'est ce qui compte pour moi. Leïla dit que le management n'est jamais préparé à affronter les situations tendues. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ce constat et qu'est-ce que tu observes sur le terrain? Eh bien, on ne veut pas faire de vagues, on veut que ça se passe bien, et c'est bien normal. Il faut distinguer les gens dont c'est le métier et les managers dirigeants qui se sentent démunis parce que c'est pas leur manière de gérer l'entreprise. C'est un autre monde pour eux, c'est un terrain totalement différent, tellement d'ailleurs qu'on le laisse aux ressources humaines. Et on leur demande à ces ressources humaines d'absorber l'attention, de la gérer, de la filtrer pour ne pas importuner ceux qui se tiennent en retrait et qui ne savent pas la gérer. Alors ils ne vont pas inventer en situation de crise des comportements qu'ils n'ont pas habituellement, pour lesquels ils n'ont pas été entraînés. Et il est bien légitime que l'on n'aime pas ces situations. Et oui, et c'est précisément pour ces raisons que les dirigeants font appel à toi. Et tu parles d'un phénomène que tous les managers connaissent finalement, c'est que tout le monde voudrait bien faire, mais en réalité, on craint ce qui va se passer en face, et la réaction. Qu'est-ce qui fait que ces situations deviennent si difficiles et anxiogènes? Eh bien, je dirais qu'elles ne le deviennent pas, elles le sont par essence. Elles provoquent chez ceux qui ne sont pas habitués à cela de l'inhibition, comme quelqu'un qui devant le danger se sent inhibé, qui perd ses moyens. Donc en fait, on on doit comprendre pourquoi on a tendance à fuir ou à reléguer en fait ou déléguer ces sujets. Pourquoi à ton avis? Mmh. Oui, eh bien, c'est parce que le dirigeant, lui, il pense business, il ne pense pas relations sociales, et c'est bien normal. Il développe un mode de relation dans le business qui est totalement différent de celui, de la salle dans laquelle on a, la direction et les représentants du personnel. Et sur quoi ça repose? Eh bien, sur la remise en cause des décisions ou non-décisions de l'entreprise. Alors que dans le business, le dirigeant, il cherche à gagner des points, il est dans un rapport de conquête. Et on peut même imaginer, peut-être qu'en CSE, les intervenants arrivent en position de faiblesse. Ils sont parfois seuls face à 10 ou 12 élus, ça peut être quand même, un peu, déstabilisant. Qu'est-ce qui se joue dans ces moments-là de ton point de vue? En termes de pure dynamique de groupe, le rapport de force, évidemment, il est en faveur, de ceux qui sont nombreux. Et il y a une variété, de styles, une variété de points de vue très importante, ce qui rend, cette dynamique de groupe, particulière. Souvent, on perd le fil parce que ça part un peu dans tous les sens.
On n'est pas véritablement dans le débat, on est dans une succession de déclarations. Vous n'avez pas fait ces mesures, de sécurité, par exemple, ce salarié n'a pas été suffisamment accompagné, donc on en arrive là, pas assez de formation et cetera. Ce que j'entends, c'est qu'on a peut-être une succession de reproches, c'est ça? De reproches et puis de demandes d'amélioration, qui sont parfois, excessives. Donc on n'est pas dans un dialogue constructif toujours, et peut-être que l'erreur classique du dirigeant qui fait appel à un manager de transition comme toi, c'est de penser que tu vas finalement pouvoir régler ça en un claquement de doigts, un petit peu comme une lettre qu'on met à la poste, et q tu vois les choses comment, toi? En effet, c'est assez, régulier, qu'on imagine, que parce que c'est notre métier, tout va se dérouler sans bruit. C'est ce que les clients imaginent et probablement qu'il faut peut-être recadrer, un petit peu en début de mission je vais prendre l'exemple, d'une mission conduite, il y a quelques années où justement le directeur général me sélectionne moi parce que mon expérience en relations sociales est reconnue et en parallèle, il se dit à lui-même, «Bon, je vais être tranquille et je n'entendrai parler de rien». Or, dans les faits, bah oui, j'ai pris la situation en charge, c'est ma mission, mais je lui ai demandé, de rester présent quand il devait incarner le message de l'entreprise et parfois c'est un peu inconfortable. Oui, c'est sûr. D'un autre côté, il a ton soutien et puis il faut pas oublier, comme tu le mentionnais, que le dirigeant va rester dans l'entreprise et le manager de transition va partir. Donc si je comprends bien et là où tu insistes, c'est que il faut que le dirigeant assume sa position à tes côtés et que pour faire ton travail, tu as finalement besoin aussi de sa caution? Exactement et c'est Ouais. quand le travail de binôme fonctionne bien qu'on réussit, à faire quelque chose de vraiment constructif pour l'entreprise. Et alors justement, comment est-ce que toi, tu prépares, ces interlocuteurs qui n'ont pas l'habitude à entendre et à agir quand, les choses sont difficiles? Quand on est devant les représentants du personnel, on est souvent, en situation, un peu difficile parce que, il y a un peu de critique, il y a un peu de remarques, et on aborde, chaque sujet dans l'absolu. Et pourtant, il y a des choses que l'entreprise fait bien. Alors évidemment, on pourrait certainement faire encore mieux, mais il faut reconnaître, ce qui est bien fait et avoir la ressource suffisante pour dire: «Non, on peut pas aller jusque-là». La dynamique de groupe fait qu'on est tenté d'aller, trop loin, assez régulièrement. Il faut réguler et il faut mettre des limites. Alors c'est facile à dire comme ça, Leïla, à t'entendre, tout est fluide, mais toi personnellement, comment tu t'y prends? Quelle est ta recette pour arriver à la fois mettre ses limites, apaiser, réguler et tout en même temps? Eh bien, avec beaucoup de pédagogie, c'est la chose la plus importante. Avec beaucoup d'écoute, une posture, comme le diraient les Toltecs, «Je n'en fais pas une affaire personnelle». Je réponds encore et encore aux questions qui me sont posées avec patience et avec bienveillance. Bon exemple, les accords Toltec, que ma parole soit impeccable et effectivement, que ça te passe au-dessus de la tête finalement alors que tout tangue autour de toi. Est-ce que tu as une, recette et une approche pour rester zen, calme et structurée? Ma manière, d'aborder les choses, c'est de me mettre, à la place de mes interlocuteurs parce que souvent, hein, on a des sujets qui sont, très compliqués à comprendre et en me mettant à leur place, je me dis que moi j'aurais également, beaucoup de questions, besoin d'explications et j'essaie de répondre à cela, avec, beaucoup de simplicité, et beaucoup de patience et de m'assurer que tout le monde a bien compris et c'est dans ces conditions qu'on arrive à maintenir un bon climat. Et Leïla, est-ce que tu accepterais alors je sais que c'est délicat parce que tu es toujours dans des situations très sensibles dans lesquelles tu dois préserver l'entreprise et les salariés, mais est-ce qu'il y a un moment dans ton expérience professionnelle que tu aimerais, que tu pourrais partager et qui t'a particulièrement marqué? Eh bien, au moment où tu me poses la question, je pense à cette anecdote il y a quelques années où, je tourne la tête, vers la fenêtre, de mon bureau et j'aperçois ma voiture qui arrive au premier étage, et je me demande comment c'est possible.
Alors, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que ma voiture avait été mise sur un Fenwick, parce que les salariés, ne voulaient pas que je sorte du site et donc le meilleur moyen de m'empêcher de sortir, était d'immobiliser ma voiture. Alors, je dois dire que j'ai été assez surprise et après en reparlant, j'en ai beaucoup ri. C'est une prise d'otage, originale finalement. Il faut pas oublier que nous, managers de transition, on est un peu le GIGN des membres du CODIR. Donc, il est parfois un peu normal qu'il nous arrive des choses inhabituelles. Conclusion, Leïla, pour celles et ceux qui nous écoutent, si tu devais donner 3 conseils très concrets, ce seraient lesquels? Eh bien, le premier, ce serait, en lien avec la posture, et encore une fois de ne pas prendre personnellement, les remarques qui peuvent nous être adressées parce que sinon, cela conduit assez naturellement, à réagir, impulsivement et ça peut engendrer des réactions, agressives. Heu, le deuxième, il est lié à la préparation, qui est pour moi la clé. Je prépare beaucoup, beaucoup chacune des réunions que j'anime et j'anticipe les objections auxquelles je devrais répondre à un moment ou à un autre, de l'instance. Hem, pour le troisième, eh bien, en lien avec, la transparence, des informations que l'on peut transmettre, je dirais que je fais pas de compromis sur la vérité, parce qu'il faut assumer, sa vérité, sans mensonge et laisser parler le principe de réalité. Alors si la situation est difficile, eh bien il faut le dire, parce que cacher la réalité ou la minorer, ça ne protège pas nos interlocuteurs, et c'est plutôt, en les mettant dans un rapport d'adulte à adulte, que qu'on protège nos interlocuteurs. Et donc, si j'entends bien, Leïla, tu dis, 1er conseil, c'est, rester zen face aux potentielles attaques ressenties. Deuxièmement, mieux on est préparé, mieux on pourra improviser, heu, lorsqu'on est face à la situation. Et finalement, le troisième, pas de compromis sur la vérité, transparence totale pour pouvoir créer finalement ce fameux rapport de confiance. Exactement. Leïla, merci pour, ton regard éclairant sur un sujet qui est quand même souvent tabou. Merci pour avoir, parlé librement et donné des exemples aussi dont on va se souvenir. Je vais regarder la prochaine fois de la fenêtre. Moi, je suis au 7e étage, hein, mais si je vois ma voiture, je comprendrai que je peux plus sortir. Et surtout, merci à vous tous de votre écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de En Mission. À très bientôt. Merci Élodie. Vous venez d'écouter un épisode de En Mission, les chroniques du management de transition. Si ce partage vous a éclairé ou inspiré et que vous souhaitez vous lancer dans ce métier, je vous invite à poursuivre la découverte sur m2tmasters.fr, la première formation à distance dédiée aux managers de transition. Merci pour votre écoute et surtout, continuez à apprendre, à transmettre et à transformer les organisations. Et pourquoi pas, à très bientôt en mission.